Le plongeur remonte à la surface et s'exprime immédiatement. Le courant est comme un ouragan, mais seulement à un endroit. 20 ans de travail dans les rivières britanniques et il n'avait jamais rien rencontré de tel. Rayon de 10 mètres. Le reste de l'eau est calme. Le spécialiste de l'équipe de recherche et de sauvetage en plongée du Yorkshire et du Humber retire sa combinaison de plongée les mains tremblantes. L'air de novembre brûle sa peau mouillée, mais ce n'est pas le froid qui est en cause. En 20 ans de service, il est descendu dans les eaux les plus dangereuses du nord de l'Angleterre, travaillant dans des conditions de visibilité nulle et de fort courant. La rivière Ouse était pour lui un environnement de travail familier. Mais ce qu'il a rencontré à une profondeur de 3 mètres à Skeldergate Bridge dépassait les lois de la physique. C'est comme un entonnoir, mais sans centre. Le courant frappe dans toutes les directions à la fois. Il montre la surface calme de l'eau. Et ici, c'est normal. Une inondation, c'est comme une inondation. Il y a 24 heures, Rory Johnson Hatfield, 29 ans, était un ingénieur ordinaire de Skipton, en voyage d'affaires à York. Sa chambre à l'hôtel York Central Travelodge, sur Piccadilly, attendait son retour et ses collègues de bureau se préparaient à une réunion de travail le matin du 20 novembre 2015. Rien ne laissait présager une catastrophe. Rory travaille depuis 6 ans dans une société d'ingénierie. Ses collègues le connaissaient comme un professionnel fiable qui n'était jamais en retard et qui était toujours averti de tout changement de programme. Les déplacements faisaient un partie de son travail et il connaissait suffisamment York pour se sentir en confiance, même tard dans la nuit. L'opération de recherche s'est déroulée à une vitesse effrayante. La police du North Yorkshire, une équipe spécialisée dans les recherches sous-marines et des bénévoles de l'organisation caritative York Rescue Boat se sont joints à l'opération. Leurs gilets de sauvetage rouge et jaune clignotent entre les piles en pierre du pont médiéval de Skeldergate. Les sonars scrutent méthodiquement le lit de la rivière et les radios crépitent du bavardage incessant des services de secours. Mais dès les premières heures de l'enquête, les tensions qui vont hanter l'opération pendant des mois se font jour. La police a formulé sa principale théorie avec une hâte suspecte, un accident d'eau. Un inspecteur de la police du North Yorkshire admettra plus tard que son intuition était que Rory avait fini dans la rivière. Cette certitude, basée sur des hypothèses plutôt que sur des faits, a façonné toute l'opération de recherche. La famille du disparu est incrédule face à cette précipitation. Ils connaissaient Rory comme un homme prudent qui évitait les situations risquées. L'idée qu'il ait pu se retrouver dans l'eau par accident leur paraissait invraisemblable. Cette méfiance a jeté les bases d'une enquête parallèle que la famille a poursuivie seule pendant des années. Rory a envoyé son dernier message à ses collègues à 23h30. « Retrouvez-moi au bureau demain. » Court, professionnel, sans aucune allusion à un quelconque problème ou souci. Il décide ensuite de se promener dans le centre de York avant de rentrer à l'hôtel. Le temps était typique d'un mois de novembre, frais mais sans précipitation. Les rues étaient bien éclairées, le quartier était sûr et touristique. Rory était sobre, habillé pour le temps qu'il faisait et avait son téléphone portable sur lui. Cela ressemblait à une promenade nocturne normale dans une ville familière. Les services de sauvetage de York avaient de solides antécédents sur la rivière Ouse. Le York Rescue Boat opérait depuis plus de 10 ans et ses bénévoles connaissaient chaque coude de la rivière, chaque endroit dangereux. Le Yorkshire and Humber Underwater Search and Rescue Squad était considéré comme l'un des meilleurs du nord de l'Angleterre. Leur équipement est régulièrement entretenu, leurs protocoles sont pratiqués jusqu'à l'automatisme. La dernière génération de sonars pouvait détecter des objets de la taille d'un corps humain, même en eau trouble. La navigation GPS offrait une précision de positionnement allant jusqu'à 1 mètre. Les communications radio entre tous les participants à l'opération fonctionnaient en mode constant.
Le système semblait fiable et éprouvé. Le plan d'opération initial semblait logique et cohérent. Les caméras de vidéosurveillance indiquaient clairement la zone de recherche, le pont de Skeldergate et le plan d'eau environnant. Le calendrier était défini à la minute près. Les conditions météorologiques, bien que compliquées par les inondations, ne semblaient pas critiques pour des spécialistes expérimentés. Personne n'aurait pu prédire qu'une opération standard de recherche et de sauvetage se heurterait à des phénomènes qui remettraient en question les principes de base des services de sauvetage. Personne ne s'attendait à ce que des équipements fiables commencent à donner des indications contradictoires et que les lois physiques cessent de fonctionner comme d'habitude. La matinée du 20 novembre 2015 commence par un coup de téléphone au bureau de l'entreprise à Skipton. Rory ne s'est pas présenté à une réunion de travail. La secrétaire essaie son téléphone portable, mais il n'est pas disponible. À 11 h du matin, les collègues sont très inquiets. Un appel au Travelodge de York Central a apporté des nouvelles inquiétantes. M. Johnson Hatfield n'avait pas passé la nuit dans sa chambre. Le lit n'avait pas été touché, ses effets personnels étaient en place et la clé de la chambre n'avait pas été remise à la réception. Le réceptionniste de l'hôtel se souvenait parfaitement que le client était parti dans la soirée et n'était jamais revenu. À 14 h, des proches ont officiellement signalé la disparition de l'homme à la police du Yorkshire du Nord. L'inspecteur de service leur a immédiatement demandé de commencer à analyser les images de vidéosurveillance dans le centre de York. La procédure habituelle en cas de disparition consiste à reconstituer les derniers déplacements connus de la personne disparue. L'exploitation du matériel vidéo a pris moins de 2 heures. Le système de surveillance de la ville de York couvrait presque toutes les rues principales du centre historique. Les spécialistes ont rapidement repéré Rory sur plusieurs enregistrements et l'ont identifié grâce à ses vêtements et à sa démarche caractéristique. À 0h32, il est apparu dans Tower Street, passant tranquillement devant la tour médiévale Clifford. Mouvement calme, main dans les poches de sa veste, aucun signe d'anxiété ou de précipitation. Un homme ordinaire se promenant le soir dans le quartier touristique. L'inscription suivante est datée de 047. Rory est enregistré dans le quartier de City Mills, sur la rive opposée de la rivière Ouse. De nouveau, le même mouvement tranquille, la même posture, les mêmes vêtements. Mais entre ces deux points s'étendent 15 minutes de vide qui vont changer le destin de toute l'opération de recherche. Il n'y a qu'un seul itinéraire logique entre Tower Street et le quartier de City Mills, le pont Skeldergate. Ce pont médiéval en pierre, l'un des plus anciens de York, est équipé d'un système de vidéosurveillance ultramoderne. Les caméras sont installées pour enregistrer tous les piétons qui traversent la rivière. Les techniciens de la police ont vérifié l'enregistrement du pont à 3 reprises. L'intervalle de temps entre 0,32 et 0,47 était vide. Il ne s'agit pas d'un écran noir, ni d'une image statique, mais d'une absence de données pour ce quart d'heure particulier. Avant et après cette période, la caméra a fonctionné correctement, capturant les passants nocturnes occasionnels et les voitures qui passent. Il n'y a rien de tel, a marmonné le technicien en chef en revérifiant le disque dur du système de surveillance. L'équipement avait été installé il y a 1 an seulement, régulièrement entretenu et doté d'une alimentation de secours. Les pannes sont enregistrées automatiquement, mais il n'y a aucune trace d'un dysfonctionnement dans les journaux. Les données n'ont pas été corrompues, elles n'ont pas été effacées, elles n'ont pas existé comme si, pendant 15 minutes, la caméra avait simplement cessé de percevoir la réalité. La police du North Yorkshire a immédiatement formulé une hypothèse de travail. Rory avait traversé le pont et était tombé dans la rivière. Peut-être a-t-il glissé sur les pierres mouillées de la berge. Peut-être s'est-il senti mal. La rivière est en crue, le courant est fort,
La visibilité dans l'eau est pratiquement nulle, un accident d'eau typique. À 17 heures, l'unité de recherche sous-marine et maritime du Yorkshire et du Humber s'est jointe à l'opération. Leur équipement sonar est arrivé au pont de Skeldergate 1 heure plus tard. Le York Rescue Boat a mis un bateau en service pour assurer la sécurité des plongeurs. Le coordinateur de l'opération a demandé les coordonnées GPS de la zone de recherche proposées à tous les services participants. Les réponses ont été reçues dans les 10 minutes. C'est alors qu'est apparue la première anomalie qui a remis en question la fiabilité de l'ensemble du système technique. La police du North Yorkshire a donné les coordonnées suivantes: 54 degrés 5 minutes, 47 secondes de latitude nord, 1 degré 4 minutes 30 et 1 seconde de longitude ouest. L'équipe de recherche sous-marine transmet ces données: 54 degrés 5 minutes et 49 secondes de latitude nord, 1 degré 4 minutes et 29 secondes de longitude ouest. Le York Rescue Boat a indiqué la troisième option: 54 degrés 5 minutes, 45 secondes de latitude nord, 1 degré 4 minutes 33 secondes de longitude ouest. L'écart était de 200 mètres. Pour une opération de recherche et de sauvetage, il s'agit d'une énorme erreur qui aurait pu coûter une vie humaine. Un silence perplexe s'installe à la radio. Chaque service a revérifié son équipement. Les récepteurs GPS affichaient un signal stable, le nombre de satellites connectés était suffisant pour un positionnement précis. L'erreur ne devait pas dépasser 3 mètres. Vérifiez à nouveau, a indiqué le coordinateur des opérations. La réponse a été la même. 3 services différents opérant au même endroit recevaient 3 jeux de coordonnées différents pour le même point sur le pont de Skeldergate. L'opérateur sonar déploie le sonar et commence à scanner le fond de la rivière dans la zone indiquée par la police. L'écran montre le schéma habituel. Un fond plat avec quelques irrégularités mineures, quelques gros rochers, une branche d'arbre submergée. Rien qui puisse correspondre à un corps humain. Le York Rescue Boat s'est rendu à l'endroit indiqué par son GPS. Un volontaire, gilet de sauvetage à la main, examine la surface de l'eau. Il n'y a pas de marque visible, pas d'objet périflottant, pas de taches d'huile ou d'autres liquides qui auraient pu remonter des poches des vêtements. Le plongeur était déjà en train d'enfiler sa combinaison lorsque le coordinateur a décidé de reporter la plongée jusqu'à ce que les raisons de la divergence des données GPS soient clarifiées. En 20 ans de travail dans les services de sauvetage, il n'avait jamais rencontré de situation où les équipements de navigation modernes donnaient de moyens des indications aussi contradictoires. Peut-être une activité solaire, a suggéré l'un des bénévoles du York Rescue Boat, ou des essais militaires dans les environs. Le test a duré une demi-heure. Le champ magnétique terrestre était stable et aucun orage géomagnétique n'a été observé. Il n'y a pas eu d'exercice militaire dans un rayon de 100 km. Tous les autres récepteurs GPS de York ont fonctionné normalement sans anomalie ni défaillance. Le problème ne s'est posé que dans la zone du pont de Skeldergate, et seulement ce jour-là. La décision est prise de commencer les recherches malgré l'anomalie technique. La vie humaine est plus importante que les mystérieuses indications des instruments. Le plongeur se met à l'eau dans la zone où les 3 coordonnées GPS convergent, à peu près à mi-chemin entre les points indiqués par les différents services. La première plongée a duré 12 minutes. Le plongeur remonte à la surface, les yeux ahuris, arrache son masque et prononce une phrase qui change radicalement la nature de toute l'opération. Le courant est comme un ouragan, mais seulement à un endroit. Un chercheur sous-marin a décrit un phénomène qu'il a rencontré à une profondeur de 3 mètres. Dans un rayon d'une dizaine de mètres autour du point central de recherche, l'eau se déplaçait à une vitesse phénoménale, créant des tourbillons chaotiques. Le courant battait dans toutes les directions à la fois, vers le haut, vers le bas, à l'horizontale. Il était presque impossible de rester dans cette zone. C'est comme une machine à laver sous l'eau, explique-t-il à ses collègues. Mais si vous nagez à 15 mètres,
c'est calme. C'est une inondation normale, rien de spécial. Le phénomène n'a pas d'explication logique. La rivière Hughes, dans la zone du pont de Skeldergate, a un fond plat et ne présente pas de différence de profondeur significative. Il n'y a pas d'obstacle sous-marin susceptible de créer des turbulences de cette ampleur. Il n'y a pas de conduite d'évacuation ou de structure sous-marine. Le coordinateur de l'opération a décidé d'élargir la zone de recherche. Si Rory était effectivement tombé à l'eau à cet endroit, le fort courant aurait pu entraîner le corps sur une distance considérable le long de la rivière. La police de Humberside s'est jointe à l'opération pour organiser des recherches le long d'un tronçon de 36 miles, de la côte jusqu'à la ville de Goole. L'équipe de secours en montagne de Bolton a été sollicitée pour fournir des chiens de recherche et des spécialistes pour travailler en terrain difficile. Les volontaires devaient dépasser la zone côtière au peigne fin, à la recherche d'endroits où le corps aurait pu s'accrocher à des chicots ou se coincer dans la végétation côtière. La famille de Rory a été informée qu'une vaste opération de recherche avait été lancée. Le père du disparu s'est immédiatement rendu à York. La mère a créé une page Facebook intitulée « Rory Johnson Hatfield is missing ». Rory Johnson Hatfield est porté disparu et a commencé à faire passer le message via les médias sociaux. À la fin du premier jour de la recherche, la page avait gagné plus de 500 membres. À la fin de la semaine, le nombre de membres était passé à plus de 10 000. Un mois plus tard, ce nombre atteignait 20 000, faisant de la recherche de Rory l'une des plus grandes opérations de crowdsourcing de l'histoire des services de secours britanniques. L'opération officielle existe désormais en parallèle du mouvement populaire. Deux logiques différentes, deux approches différentes, deux évaluations différentes de la situation. La police insiste sur la version d'un accident d'eau. La famille et la communauté Internet envisagent d'autres scénarios. Disparition volontaire, crime, accident en dehors de la rivière. Une contradiction qui a commencé par un problème technique avec les coordonnées GPS s'est transformée en une divergence d'opinion fondamentale sur la nature de l'incident. L'opération de recherche et de sauvetage s'est transformée en une enquête ouverte avec de multiples versions des événements. L'opération de recherche sous-marine a été contrainte de changer radicalement de tactique. La procédure standard, balayage méthodique du fond suivi d'une plongée par des plongeurs, s'est avérée inapplicable dans des conditions de turbulence locale. Le coordinateur de l'opération a décidé de créer un périmètre de recherche étendu. Le sonar a été déplacé à une distance sûre de la zone anormale. L'opérateur a commencé à balayer en spirale, en augmentant progressivement le rayon. L'écran montrait une image familière du fond de la rivière, des sédiments boueux, des rochers, des branches d'arbres enfoncées, mais aucun objet pouvant correspondre à un corps humain. Le York Rescue Boat a déployé 2 bateaux supplémentaires pour patrouiller dans la zone d'eau en aval. Les bénévoles, munis de jumelles, ont méthodiquement inspecté la surface de l'eau, la végétation côtière et les endroits susceptibles d'être obstrués. L'expérience montre que si une personne est tombée dans la rivière lors d'une inondation, un corps peut réapparaître plusieurs jours plus tard à une distance considérable du point de chute. La police de Humberside a affecté une équipe de 12 personnes aux recherches au sol. Ils ont été rejoints par 8 volontaires de l'équipe de secours en montagne de Bolton et 3 chiens de recherche spécialement entraînés. 36 miles de côte, de York à l'estuaire de Goole, devaient être parcourus à pied. Les recherches ont été divisées en secteurs de 2 km chacun. Chaque groupe a reçu un navigateur GPS, une station radio et une carte détaillée de la zone avec des zones potentiellement dangereuses marquées. Vieux mouillages, ponts abandonnés, endroits avec des courants rapides. Le travail était prévu pour une semaine à condition que les conditions météorologiques soient favorables. Mais les conditions météorologiques n'ont pas favorisé l'opération. Les pluies de novembre ont transformé les sentiers côtiers en un véritable bourbier.
le niveau de la rivière a continué à monter, inondant les parties habituellement sèches de la rive. Les chiens de recherche ont perdu leurs traces dans l'eau, les volontaires se sont enlisés dans l'argile mouillée, la visibilité a été réduite en raison du brouillard et de la bruine. À la fin de la première semaine, seulement 60% de la zone prévue avait été étudiée. Le résultat est nul. Pas de traces, pas d'effets personnels, pas de témoins ayant vu quelque chose d'inhabituel la nuit de la disparition. Le mois de décembre de l'année 2015 a transformé l'opération de recherche en une corvée épuisante. La rivière Ouse était toujours en crue, ce qui rendait les travaux sous-marins extrêmement dangereux. Le York Rescue Boat a officiellement mis en garde contre toute tentative de recherche par ses propres moyens après que le père de Rory a lancé un appel à l'aide aux propriétaires de bateaux privés via Facebook. Le niveau de l'eau est critique, le courant est imprévisible, a averti le directeur de l'organisation de sauvetage. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de volontaires non formés dans les conditions actuelles. La famille de Rory n'était pas prête à baisser les bras. La page « Rory Johnson Hatfield a disparu » est devenue le centre de coordination d'une enquête parallèle. Chaque jour, des dizaines de messages sont envoyés par des personnes désireuses d'apporter leur aide. Certaines offraient leur expertise technique, d'autres leur soutien financier, d'autres encore offraient leur temps pour participer aux recherches. La mère de Rory a organisé une surveillance permanente des médias sociaux, vérifiant chaque mention du nom de son fils en ligne. Son père a personnellement fait le tour des hôtels, des bars et des restaurants de York, en montrant la photo et en interrogeant le personnel. Des amis de la famille ont imprimé des tracts et les ont affichés aux arrêts de bus, dans les centres commerciaux et les gares. Pendant ce temps, la police officielle se tenait prête à intervenir. Les recherches actives ont été suspendues jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent. L'équipement sous-marin est mis au rencard et la plupart du personnel est réaffecté à d'autres tâches. L'affaire Rory Johnson Hatfield a reçu le statut d'enquête ouverte, ce qui signifie que l'on est prêt à reprendre le travail si de nouvelles informations sont disponibles. L'inspecteur de la police du North Yorkshire, chargé de l'enquête, a été régulièrement en contact avec la famille, mais n'a pu faire état que de peu de progrès. Les déclarations des témoins n'étaient pas disponibles. Les images de vidéosurveillance à l'extérieur du centre-ville n'ont fourni aucune information supplémentaire. L'analyse des relevés téléphoniques et des transactions bancaires de Rory n'a rien révélé de suspect. Nous continuons à travailler sur tous les fronts possibles, a-t-il assuré aux proches de l'homme disparu. Mais je dois être honnête. Sans nouveaux faits ou preuves, il nous est difficile d'aller de l'avant. La famille ne s'est pas contentée de ces explications. L'absence de corps, après des recherches approfondies dans la rivière, leur donne des raisons de douter de la théorie principale. Peut-être que Rory n'est pas tombé dans l'eau du tout. Il y est peut-être allé de son plein gré. Il a peut-être été victime d'un crime sans rapport avec la rivière. Ces doutes étaient alimentés par chaque jour de recherche infructueuse, chaque semaine de silence, chaque mois d'incertitude. En janvier de l'année 2016, les premiers signes de fatigue se font sentir chez les volontaires. L'enthousiasme des premières semaines s'estompe peu à peu sous le poids de la réalité quotidienne. La recherche devient un travail monotone, sans résultat visible. Les spécialistes de l'équipe de recherche sous-marine sont confrontés à une crise professionnelle. En 20 ans de travail, ils avaient pris l'habitude de faire confiance à leur équipement et à leur expérience. La navigation GPS, les systèmes de sonar, les communications sous-marines, tout cela constituait la base de leur travail. Lorsque l'équipement a commencé à donner des indications contradictoires, leur confiance en leurs propres capacités s'est trouvée ébranlée. Peut-être que quelque chose nous échappe, se demande le plongeur en chef de l'équipe pendant le briefing. Peut-être que le problème ne vient pas de l'équipement, mais de notre compréhension de la situation. Un courant anormal dans la zone du pont de Skeldergate
reste un mystère. Les tentatives d'explication du phénomène avec l'aide d'hydrologues de l'Université de York ont échoué. Un professeur du département des ressources en eau a personnellement inspecté le site de la chute présumée, étudié la topographie du fond et analysé les données sur le débit de la rivière au cours des dernières années. Il ne devrait pas y avoir de telles turbulences localisées à cet endroit, a-t-il conclu après 3 jours d'enquête. Le fond est plat, il n'y a pas d'obstacle, la profondeur est constante. D'un point de vue hydrodynamique, il n'y a pas de conditions préalables à la formation d'un tel courant. Néanmoins, toutes les tentatives de plongée à moins de 10 mètres du point central de recherche se sont terminées de la même manière. Les plongeurs ont été littéralement projetés hors de la zone de turbulence. Il était physiquement impossible d'y rester plus d'1 minute. Le York Rescue Boat a décidé de cesser temporairement d'escorter les opérations sous-marines dans la région. Le risque pour son propre personnel était devenu déraisonnablement élevé. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité de l'opération, dans des conditions qui défient toute explication logique, a déclaré officiellement le directeur de l'organisation. La police du North Yorkshire s'est retrouvée dans une situation difficile. D'une part, il était nécessaire de poursuivre l'enquête sur une personne disparue. D'autre part, toutes les méthodes de recherche traditionnelles échouaient. Le matériel était défaillant, les conditions naturelles entravaient le travail et aucune nouvelle piste n'apparaissait. La famille de Rory a perçu la suspension des recherches officielles comme une capitulation. Le groupe Facebook a commencé à recevoir des commentaires critiques sur les forces de l'ordre. Certains participants accusent la police de ne pas faire assez d'efforts, d'autres suggèrent une dissimulation et d'autres encore avancent des théories de conspiration. Ils ont été trop rapides à conclure qu'ils étaient tombés dans la rivière, a écrit la mère de Rory dans l'un des messages. Et maintenant, ils ne veulent pas admettre qu'ils ont pu se tromper. La pression psychologique augmentait de jour en jour. La famille vivait dans une attente constante. Nouvelles, appels, messages sur les médias sociaux. Toute information, même la plus insignifiante, était perçue comme une avancée potentielle dans l'enquête. Le mois de mars 2016 marque un tournant dans l'histoire de la recherche de Rory Johnson Hatfield. La famille décide d'organiser sa propre opération de recherche à grande échelle sans attendre la reprise des activités officielles. À ce moment-là, la page Facebook avait déjà attiré 18 000 participants. Parmi eux se trouvaient des sauveteurs professionnels, des policiers à la retraite, des bénévoles de la recherche et du sauvetage, et tout simplement des gens qui se sentaient concernés. La mère de Rory a pu mobiliser cette ressource pour une recherche bénévole au sol. Le plan était simple et logique. Diviser la zone entourant la rivière en quadrants, nommer une personne responsable de chaque quadrant et assurer la coordination via l'Internet et les téléphones portables. L'accent n'a pas été mis en haut sur la rivière elle-même, mais sur le quartier. Bâtiments abandonnés, installations industrielles, jardins et vergers privés, autant d'endroits qu'une opération de recherche officielle aurait pu manquer. Le premier voyage de volontaires a été programmé pour le samedi 12 mars. 40 personnes se sont réunies, bien plus que la famille ne l'avait prévu. Les participants ont reçu des cartes imprimées, des numéros de contact et des consignes de sécurité. Les recherches devaient couvrir la zone de City Mills, le dernier endroit où les caméras de vidéosurveillance avaient enregistré Rory. Le travail commence à 9 h du matin. Des groupes de 3 ou 4 personnes inspectent méthodiquement chaque cour, chaque grange, chaque dépendance. Les propriétaires sont généralement compréhensifs, autorisent l'inspection des caves et des greniers et fournissent les clés des serrures. À l'heure du déjeuner, environ la moitié de la zone prévue avait été vérifiée. Le résultat est toujours nul, mais l'enthousiasme ne faiblit pas. Les gens se sont rendus compte qu'ils faisaient ce que la police aurait dû faire, mais qu'elle n'a pas fait pour une raison ou une autre. À 14 h 30, un appel est reçu de l'une des équipes de recherche.
Une voix de femme, excitée mais claire. Nous avons trouvé une veste. Elle correspond à la description. Le coordinateur de l'opération, le père de Rory, s'est immédiatement rendu sur place. L'adresse se trouve à 5 km en amont du pont de Skeldergate, dans le parc d'une maison privée dont le jardin donne sur la rivière. La veste était posée sur le sol, à côté d'un vieux banc en bois sous un buisson. Elle était bleu foncé, de la taille de Rory et de sa corpulence, et la coupe et le fabricant correspondaient à la description donnée par la famille. Le père de Rory l'a reconnue instantanément. C'était la même veste que celle avec laquelle son fils avait quitté l'hôtel la nuit de sa disparition. Sur la manche gauche se trouve une petite tache d'huile de machine apparue il y a 1 an lors de la réparation de la voiture. La fermeture éclair présente une éraflure distinctive due à une utilisation fréquente. Mais les circonstances de la découverte défient toute logique. La veste était sèche. La fermeture éclair était fermée jusqu'en haut. Les poches étaient des sombres. Elles étaient en haut des vides. Mais leur contenu ne semblait pas avoir été volé. Pas de couture déchirée, pas de signe d'effraction. Le tissu était propre, sans les taches de saleté ou de limon qui apparaissent inévitablement après une exposition prolongée à l'air libre. Le plus étrange, c'est l'endroit. 5 km en amont de l'endroit où il est censé être tombé dans la rivière. Lors d'une inondation, l'eau se déplace strictement vers l'aval, entraînant avec elle tous les objets flottants. Le seul moyen pour que la veste se trouve en amont est que Rory ne soit jamais tombé dans l'eau près du pont de Skeldergate. Cette découverte a bouleversé toute la logique de l'opération de recherche. La version officielle a été sérieusement mise à mal pour la première fois. La découverte de la veste en mars 2016 aurait dû constituer une avancée dans l'enquête. Au lieu de cela, elle n'a fait qu'accentuer les contradictions entre l'histoire officielle et les faits. La police du North Yorkshire a examiné les preuves matérielles, mais n'a pas été en mesure d'expliquer leur apparition à 5 km en amont du lieu présumé de la chute. La veste a peut-être été emportée par le vent, suggère l'inspecteur principal. Ou bien, elle a été déplacée par des personnes, des passants occasionnels qui ont trouvé l'objet sur la plage et l'ont emporté à un autre endroit. La famille de Rory n'était pas satisfaite de cette explication. La veste était sèche et propre, ce qui excluait une exposition prolongée à l'extérieur pendant les pluies de novembre. La fermeture éclair était fermée, un détail qui contredisait la théorie de la perte accidentelle par chute dans l'eau. Les poches étaient des vides, mais sans signe de vidage forcé. L'examen des tissus n'a révélé aucune trace d'eau de rivière, de limon ou d'algues. En revanche, des microparticules de terre typiques des parcelles de jardin, tourbe, humus, engrais minéraux, ont été retrouvées. La veste avait manifestement séjourné dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité. Au cours de l'été 2016, les recherches officielles ont effectivement cessé. L'équipe de recherche et de sauvetage sous-marin du Yorkshire et du Humber était passée à d'autres tâches. Le York Rescue Boat a continué à patrouiller sur le fleuve comme d'habitude. Mais il n'y avait plus d'activité spécialisée pour retrouver Rory. L'équipe de secours en montagne de Bolton a terminé l'étude d'un tronçon de 30 miles de la côte. Aucune trace de la personne disparue n'a été trouvée. Les chiens de recherche n'ont pas trouvé d'empreintes de pas pouvant indiquer la présence d'une personne dans la zone côtière. Nous avons vérifié tous les endroits disponibles, indique le coordinateur des opérations au sol. Si Rory est tombé dans la rivière dans la région de York, son corps aurait dû remonter à la surface quelque part entre la ville et l'estuaire. En 8 mois de recherche, nous n'avons rien trouvé. Les statistiques sont impitoyables. 14 personnes se sont noyées dans la rivière Us au cours des 10 dernières années. Dans tous les cas, les corps ont été retrouvés dans les 15 jours suivant l'incident. Le délai maximum pour retrouver une victime de noyade était de 23 jours. Rory a disparu il y a 8 mois.
La famille a poursuivi ses recherches de son côté, mais l'enthousiasme des bénévoles s'est estompé. Le groupe Facebook Rory Johnson Hatfield a disparu, est passé d'un outil de coordination des opérations de recherche à un forum de discussion sur les théories et les hypothèses. Il y avait moins de membres actifs, moins de messages, et aucune nouvelle piste n'arrivait. La mère de Rory a écrit dans son journal « 8 mois d'incertitude. La torture, la vraie torture. Nous ne pouvons ni enterrer notre fils, ni espérer son retour. Nous vivons dans l'incertitude, ne sachant pas si nous devons pleurer ou attendre. » Mai 2017. 1 an et demi après la disparition de Rory, la police du North Yorkshire décide de procéder à un second balayage sonar de la rivière Ouse. Officiellement, il s'agit d'un contrôle de routine, sans rapport avec de nouvelles informations sur l'affaire. Officieusement, il s'agit d'une tentative de mettre un terme définitif à l'enquête. L'opération a impliqué l'équipe régionale de recherche sous-marine du Yorkshire et de l'Humber, qui disposait d'un équipement modernisé. Les nouveaux sonars sont plus sensibles et peuvent détecter des objets qui n'avaient tant pas été repérés auparavant. La zone de recherche s'étendait du pont de Skeldergate à l'écluse de Naburn, soit 8 km de lit de rivière. Le travail a commencé tôt le matin. L'opérateur du sonar scrute méthodiquement les fonds marins, enregistrant chaque anomalie sur une carte détaillée. L'écran affiche des formes familières. Trombilles, troncs d'arbres coulés, structures stométalliques, gros rochers, amas de débris. Mais après 2 heures de balayage, il était évident que quelque chose avait changé. La topographie du fond marin dans la zone du pont de Skeldergate semblait différente de celle d'il y a 1 an et demi. Les objets qui avaient été enregistrés lors de la première recherche avaient disparu. De nouveaux objets étaient apparus à des endroits qui étaient auparavant vides. Vérifiez les données archivées, demande le coordinateur des opérations. Le technicien a extrait les fichiers du mois de novembre 2015 et les a superposés aux résultats du balayage actuel. Les différences étaient évidentes, même pour un profane. Un gros tronc d'arbre enfoncé, qui se trouvait à 50 mètres en aval du pont, s'est déplacé de l'autre côté du chenal. Une structure métallique, peut-être les restes d'une ancienne jetée, s'est déplacée d'une centaine de mètres vers l'amont. L'amas de grosses pierres sur la rive droite a pratiquement disparu. « Il n'y a rien de tel », marmonne l'opérateur du sonar en comparant les données. L'érosion n'est pas aussi rapide, et le courant ne peut pas déplacer des objets de cette taille à contre-courant. Les tentatives de trouver une explication rationnelle ont échoué. Des hydrologues de l'Université de York ont étudié les données relatives au niveau d'eau, à la force des courants et aux précipitations au cours de la période écoulée. Aucune inondation extrême susceptible de modifier radicalement le lit de la rivière n'a été observée. Les archéologues sous-marins ont évoqué la possibilité de fouilles non autorisées. Quelqu'un pourrait creuser le fond de la rivière à la recherche d'objets historiques. Mais de tels travaux nécessitent des permis spéciaux, des équipements lourds et beaucoup de temps. Aucune demande de travaux sous-marins n'a été déposée dans cette zone au cours des 3 dernières années. Les géophysiciens ont envisagé des mouvements de terrain dus à des processus karstiques ou à un impact anthropique. Cependant, une étude détaillée de la structure géologique du fond marin n'a pas révélé de signes de vide souterrain ou d'instabilité du sol. Les changements dans la topographie du lit de la rivière restent inexpliqués, comme les anomalies GPS d'il y a 1 an et demi, comme les images de vidéosurveillance manquantes, tout comme les courants anormaux observés par les plongeurs. La police du North Yorkshire a formellement conclu « Le décès de Rory Johnson Hatfield est traité comme un accident d'eau. Il n'est pas possible d'établir les circonstances exactes de l'incident. L'enquête reste ouverte. » La page Facebook « Rory Johnson Hatfield is missing » continue d'exister.
21 000 membres sont devenus une communauté stable de personnes qui n'acceptent pas la version officielle de ce qui s'est passé. Chaque mois, de nouveaux messages sont publiés avec des analyses des faits disponibles, des théories alternatives et des appels à poursuivre les recherches. La famille de Rory a créé une association caritative pour soutenir les services de recherche et de sauvetage. Le York Rescue Boat a reçu des fonds pour acheter de nouveaux équipements tels que des combinaisons modernes, des lumières sous-marines et des radios. L'équipe de sauvetage en montagne de Bolton a pu acheter du matériel supplémentaire pour les chiens de recherche. « Nous ne pouvons pas ramener Rory », a déclaré sa mère lors de la cérémonie de remise du matériel. Mais nous pouvons aider d'autres familles à éviter l'incertitude dans laquelle nous vivons depuis 3 ans. La police du North Yorkshire reçoit régulièrement des rapports sur des pistes possibles dans l'affaire Rory Johnson Hatfield. Quelqu'un a vu un homme similaire dans une autre ville, quelqu'un a trouvé un objet personnel, quelqu'un se souvient d'un détail suspect de cette nuit de novembre. Chaque rapport est vérifié, mais le résultat est invariablement négatif. En mai 2019, la famille reçoit l'acte de décès officiel de Rory. Une formalité nécessaire pour régler les questions juridiques et financières. Mais psychologiquement, il n'apporte aucun soulagement. Trop de questions restent sans réponse. Que s'est-il passé pendant les 15 minutes qui se sont écoulées entre les 2 enregistrements de la télévision en circuit fermé? Pourquoi les données de la caméra du pont de Skeldergate ont-elles disparu au moment critique? Comment expliquer la divergence des coordonnées GPS entre les différents services de secours? Qu'est-ce qui a créé le courant anormal au fond de la rivière observé par les plongeurs? Pourquoi la veste de Rory a-t-elle été retrouvée sèche et propre à 5 km en amont du lieu présumé de la chute? Quelles forces ont modifié la topographie du lit de la rivière au cours de l'année et demie qui s'est écoulée entre les 2 balayages sonars? Ces questions n'ont pas de réponse. La version officielle d'un accident d'eau n'explique aucune des contradictions constatées. Les théories alternatives, disparition volontaire, crime, accident loin de la rivière, ne sont pas non plus étayées par des preuves concrètes. L'histoire de Rory Johnson Hatfield reste un mystère. Un cas où les moyens techniques modernes, l'expérience professionnelle des services de secours et la persévérance des proches ont été impuissants face à des phénomènes qui n'entrent pas dans le cadre de la logique ordinaire. La vérité est peut-être plus simple qu'il n'y paraît. Peut-être y a-t-il eu une chaîne de coïncidences qui a créé une illusion de mystère là où il y avait une tragédie ordinaire. Il se peut que la technologie soit tombée en panne au moment le plus inopportun et que la perception humaine ait ajouté des détails mystiques à une histoire triste mais explicable. Ou peut-être existe-t-il des phénomènes que la science n'est pas encore en mesure d'expliquer? Des domaines où les lois habituelles de la physique fonctionnent différemment. Des moments où la réalité devient plus étrange que ce que nous avons l'habitude de croire. 20 000 membres du groupe Facebook Rory Johnson Hatfield is Missing continuent de chercher des réponses. Chaque jour, quelqu'un publie une nouvelle théorie, une nouvelle version, un nouvel espoir de résoudre le mystère de la disparition de Rory. L'opération de recherche est terminée. L'enquête reste ouverte. L'histoire continue.